Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Rimbaud, ancien joueur professionnel, passé par la fédération, par des clubs également, et qui est désormais mentor en dépassement personnel. On a parlé de comment sa passion basket avait influencé sa vie, puisque c'est sa propre mauvaise gestion des émotions en tant que joueur qui l'a poussé à aller l'étudier et à vouloir ensuite en faire une mission de vie, c'est-à-dire d'aider les autres à mieux utiliser et gérer leurs émotions pour devenir, comme il le dit lui-même, Your Own Champion, son propre champion. On a parlé de ses différents rôles, notamment celui de papa, puisqu'il accompagne sa fille Margot, de 14 ans, dans le processus de formation, et tout ce que ça implique pour lui, mais également pour elle. C'était, vous allez le voir, très touchant et très mignon. On peut voir la fierté dans ses yeux. Puis au milieu, on a parlé d'investissement sur soi-même, de son rôle avec le Tango Bourges Basket, et donc avec son staff également, de l'accompagnement d'entraîneurs, du besoin et la nécessité d'investir sur soi-même et la difficulté parfois que c'est d'être coaché quand on est coach, mais pourtant que c'est essentiel. On espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de voir ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Déjà, merci. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Je sais qu'il est très précieux. Tu fais plein de choses. Comme tout le monde a le plaisir. Donc merci beaucoup. Et je voulais qu'on commence par la passion basket. Et c'est une question que je pose souvent, comment on est tombé dans la marmite, parce que souvent ça influe tout ce qui va se passer derrière. Et alors ta maman faisait du basket, j'ai vu que ça avait commencé assez tôt, du coup, forcément. Alors déjà, je suis stupéfait que tu aies trouvé, tu t'es documenté quand même. Oui, ma maman, J'y ai passé du temps. ça m'étonne pas. Pour moi, c'est vraiment un héritage familial et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous au sens collectif. Alors oui, ma maman joue au basket et il se trouve que l'école primaire dans laquelle j'étais, le directeur de l'école primaire s'appelait... Président du comité du Loiret. Exactement. C'est bon, tu sais tout. Marcel Boulmier, c'est ça? Ouais, Marcel Boulmier. Il était président du comité du Loiret. Et en fait, il était président du club en même temps. Et en fait, il y Ouais. avait ce truc des petits villages français où, quand tu es dans le club, dans l'école primaire, à forte culture et connotation basket, bah, assez naturellement, tu y vas. Donc évidemment, il y avait Ouais. les paniers dans la cour. Évidemment, tout ça, ça s'est fait avec une grande filiation. J'avais mon parrain, mon oncle également qui jouait, que j'allais voir. Et en fait, j'avais mes cousins qui jouaient, toute la famille jouait. Et c'était vraiment ce truc qui, des fois, je me dis, est-ce que ça existe encore suffisamment dans les clubs de on va faire nos matchs de jeunes le samedi, on va voir les équipes premières masculines et féminines le dimanche. Dès qu'il y avait un temps mort d'une minute, j'étais là au bord du terrain, j'allais prendre mon panier, c'est bon, les arbitres, tout le monde éjecte, oh bam, 2-3 shoots, ça reprend, etc. J'ai Après, connu ça aussi. ouais, c'est ça. Après, tu as les adultes à la fin qui prennent leur temps après le match et tu as envie qu'ils prennent leur temps de discuter le plus longtemps possible pendant ce temps-là. Toi, tu joues, tu joues, tu joues. En fait, c'est pas très original. Je pense que c'est même assez classique, mais c'est très joyeux et vivant, mon Ouais. entrée dans le basket. Et c'était vraiment en mode, comment est-ce que ce sport-là, je me voyais pas faire d'autres sports. J'ai fait pendant 10 ans, j'ai pratiqué de la natation aussi, parce que dans la ville où j'habitais, à Gien, il y avait un club de natation et que mes parents avaient voulu qu'on puisse être sur les deux sports, un sport collectif et un sport individuel, ce qui quand même est une bonne chose parce que l'avantage du sport individuel, c'est que tu prends la pleine et entière responsabilité de ce qui t'arrive. En l'occurrence, attention, quand tu touches le mur avant l'autre, tu peux pas dire qu'il y a faute de l'arbitre ou de je sais pas quoi, etc. Ça évite les attributions causales externes. Externe. Et tu sais que ce sujet-là, c'est un de mes sujets phares. Je sais. Ça évite ça. Et puis, à côté de ça, le côté collectif, où justement, tu t'enfermes pas sur toi-même, où tu te nourris avec les autres, mais aussi tu prends tes responsabilités pour et par les autres. Et je trouvais que c'était un bon équilibre parce que moi, en tout cas, ça m'a bien correspondu d'arriver à me construire à travers ces deux côtés-là. Et ce côté, en fait, et de l'individuel et du collectif, parce qu'on pourrait faire la promotion et la glorification de la cohésion, et je trouve qu'on le fait à l'excès. Cette double valence-là, individuel et collectif, l'individuel dans le collectif et le collectif versus l'individuel, ça a guidé vraiment, vraiment, vraiment toute ma vie, puisque je réponds même pas à ta question, je repars déjà sur autre chose. Mais c'est très bien, continue, t'inquiète pas. Parce que ma thèse de doctorat, elle a porté sur l'identité du joueur et de la joueuse de basket de haut niveau, un positionnement du soi au croisement de l'individuel
et du collectif. Et à chaque fois que je suis sollicité pour des interventions sur le collectif, sur la cohésion, sur la dynamique de groupe, que ce soit dans des clubs sportifs ou dans des entreprises, je leur dis toujours, OK, super, magnifique. Par contre, on va commencer par regarder les individus. Et on ne fera pas de programme où on sera que en collectif. On travaillera sur des temps collectifs et on ira creuser. J'irai travailler aussi en tête-à-tête avec les individus pour voir ce qui se joue, ce qui est, etc. Et donc, c'est ces sujets-là, en fait, qui m'ont amené au basket, l'école, l'individuel, le collectif, et puis me laisser emmener par l'environnement qui était le mien, comme tant d'autres, en fait. Ouais. Ça t'a fasciné depuis petit, cette notion d'individuel dans le collectif ça a été important à partir de quand? T'as une date, tu te rappelles? Alors, je sais que je suis pas un champion pour bien me remémorer les différentes étapes de mon enfance. Par contre, tu vois, sur l'individuel, par exemple, mes premières années de natation, et là on parle à des basketteurs, je sais, mais mes premières années de natation, c'était fantastique parce que je gagnais toutes les médailles, les courses, etc. Alors je les gagnais à niveau départemental, hein, c'était pas, il n'y a pas Ouais. de compétition de là à l'époque. Et il s'est passé un truc que mon fils et ma fille, à qui il faut que je fasse des clins d'œil aujourd'hui, puisqu'elle est, en ce moment, au moment où on se parle, elle est sur la fin de son parcours des journées de détection pour les centres de formation de Ligue féminine. On y Il- reviendra d'ailleurs parce que ça m'intéresse de parler d'elle aussi. Ah, super. Moi, en fait, j'ai grandi en termes de taille. Je mesure 1,98 m. J'ai grandi à partir de 17-18 ans, donc assez tard. Et en natation, j'ai gagné plein de médailles au tout début, donc pour situer par rapport à ce que tu situais lorsque j'étais en école primaire. Et à un moment donné, les autres, les gars, là, ils ont commencé à grandir, à devenir costauds ou autres. Et là, je gagnais plus, je perdais, c'était moins drôle. Et donc, tu vois, dès cet âge-là, il y a eu ce truc de quand est-ce que c'est bon pour moi? Quand est-ce que j'arrive à générer de la performance par moi-même? Et quand est-ce que j'en trouve moins ou pas? Et j'avoue, en toute honnêteté et humilité, parce que maintenant j'ai passé l'âge de faire semblant d'être plus fort que je suis, que à partir du moment où je gagnais moins en natation, où je performais moins dans ce truc de la concurrence, ça m'a moins plu, clairement. Je comprends. Voilà. Et que le côté ludique, varié, dynamique du basket m'a davantage aspiré à ce moment-là. Parce qu'il faut reconnaître que la natation, c'est comme tu fais seul avec toi-même des longueurs, la tête dans l'eau. Il faut être bien avec soi pour faire ça durablement quand même. Donc Ouais. en fait, tu vois, depuis l'école primaire, je pense que ces sujets individuels collectifs, ils étaient plus ou moins là, et sans que je m'en rende compte évidemment, mais en tout cas, ils commençaient déjà à être là. Donc du coup, t'as commencé à être moins fun, tu t'es un peu plus tourné vers le basket pour au final en faire ton métier. Ouais, C'est arrivé tôt, pareil, ou petit, tu voulais être astronaute, physicien, psychologue. petit, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas que j'aurais mon métier autour du basket. C'était vraiment un club modeste dans lequel j'étais de Ouais, petite ville de province. Mais par contre, je savais que j'étais passionné et que c'était important pour moi. Euh, Même jusqu'au lycée. Au lycée, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Avant le bac, j'aimais les langues et je m'étais dit, tiens, les langues, il y a peut-être un truc qui pourrait être chouette. Vous allez voir à quel point ma vie est banale, en fait. Il y a peut-être un truc qui pourrait être chouette, c'est j'aime les langues, j'ai envie de travailler l'anglais fort et potentiellement de voyager. Tiens, je pourrais faire un métier comme steward. Et je pensais ça en n'ayant jamais mis les pieds dans un avion, en sachant pas c'est quoi vraiment le métier de steward, et juste parce qu'il fallait faire des langues. Et au final, l'année de terminale, ça a été bon, ben, je sais pas trop, il n'y avait pas vraiment d'orientation scolaire, il y a eu peu d'échanges, je pense, avec ma famille sur les possibilités qui étaient là. Bon, ben, ouais, j'aime bien le sport, ben, je vais faire un UFR STAPS, je vais faire l'UFRAPS. Et tu vois, va revenir à ce moment-là le sujet de l'individuel et du collectif. À l'époque, il y avait des concours et des tests d'entrée pour rentrer dans les UFRAPS. Je ne sais plus lequel. Il y en avait un où il y avait des épreuves de musculation, etc. Et je savais que ça serait pas à mon avantage. Et en fait, je suis allé à l'UFRAPS de Grenoble, qui était loin de chez moi, juste parce que les épreuves me correspondaient. Il y avait la note de PS au bac. J'avais eu 18 sur 20. Il y avait une épreuve individuelle, parfait natation, une épreuve de sport co, parfait basket. Donc j'étais sûr de pouvoir montrer le meilleur de moi dans ce cadre-là et d'aller vers ça. Mais quand je suis parti à l'UFRAPS, j'y suis parti parce que j'aimais les sports, j'ai continué à jouer, j'ai joué là-bas, National 3, National 2, National 1, etc. Mais je ne pensais pas forcément que je ferais un métier dans le basket, puisque en fait, j'ai fait l'UFRAPS, j'ai passé le CAPEPS, et c'est là où ça a bougé dans ma vie et c'est revenu vers le basket, puisque j'ai eu le CAPEPS et j'ai eu mon affectation. Et mon affectation, c'était titulaire remplaçant dans l'académie de Créteil. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc moi je viens de travailler les trucs comme didactique, pédagogie, enseignement, etc. Et là, je vais aller à Créteil, dans des collèges et lycées où je ne sais pas si on fait vraiment de l'enseignement, et où je vais y aller pour remplacer des profs qui sont en train de craquer à base de 15 jours par-ci, 3 semaines par-ça, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais non, je ne veux pas faire ça de ma vie. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que
Asdine Labouisse, qui était le CTR responsable des formations des cadres dans la Ligue du Centre, donc dans ma région d'origine, lui partait et qu'il m'a proposé de me présenter pour candidater pour un poste pendant 1 an de faisant fonction CTR, où j'étais donc salarié par la Ligue du Centre pour le remplacer pendant 1 an là-dessus. Et ça s'est bien passé. Et où là, il n'y avait plus la possibilité de passer de CAPEPS, c'est-à-dire l'éducation nationale, au ministère Jeunesse et Sport. Donc j'ai passé le professorat de sport pour vraiment embrasser pleinement le début d'une carrière dans le basket, en fait. Et ça me renforce dans le fait que on ne sait jamais ce que la vie et l'avenir nous réservent, mais on a besoin de faire ce qui nous anime, ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer et d'avancer, et naturellement, les choses se feront. T'as dit plein de choses super intéressantes, j'avais envie de rebondir sur tout. Ouais, je t'en prie, merci. Il y a une citation que tu dis, que tu donnes souvent, enfin en tout cas que je t'ai souvent entendu dire, c'est le sport de haut niveau, ça exacerbe les émotions, les positives et les négatives. Et donc dans tout ce que tu as raconté, ce qui fait sourire, c'est que bon, t'as parlé, t'es presque passé au-dessus du fait que tu avais joué en National 3, National 2, National 1, comme si c'était pas important, que c'était juste un moyen et faire partie du chemin pour arriver à, entre guillemets, ton vrai métier. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Non, t'as raison. T'as raison, et en fait, ce que j'aime dans ces entretiens, c'est que ça nous fait, comme je le fais avec des dirigeants d'entreprise, ça fait le coup de l'effet miroir et de se rendre compte. Exactement. Euh, Souvent. mais oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'était important pour moi, ma carrière de joueur. C'est pas une carrière de joueur à très haut niveau, j'en ai conscience, mais en même temps, j'ai toujours d'abord étudié, puis travaillé en parallèle. Pendant les 10 ans où j'étais DTN adjoint, je jouais au basket. Et en fait, c'était intéressant. Pour moi, c'était un vrai laboratoire de vie. J'ai été quasiment capitaine de mon équipe dans toutes les équipes dans lesquelles je suis passé. Euh, il y avait quelque chose qui était hyper important pour moi, qui était de scorer, de marquer des points, avec ce Ok. truc, tu sais, de se mettre en évidence individuellement, alors qu'en même temps j'étais le capitaine, et alors qu'en même temps je portais des collectifs, et certainement une façon d'exister quelque part, de se mettre en évidence dans un collectif, etc. Et, euh, et en fait, c'est parce que justement, je disais souvent à juste titre que le sport de niveau, ça exacerbe les émotions. Ça les exacerbe parce que on est médiatisé, que ce soit une petite médiatisation ou une grande, ne serait-ce que quand il y a du public qui te voit évoluer, faire Dans quelque une chose. salle devant 100 Voilà, personnes, voilà. c'est ça, rien que ça déjà, il y a plein de gens qui ne vivent pas ça. Euh, il y a aussi ce jeu de la concurrence, l'opposition, l'adversité, les jeux d'ego qui se mettent en place. Et puis le fait que le corps soit engagé, quand ton corps il est engagé, ça fait bouger encore plus les émotions. Et en fait, ce que je sais, c'est que si maintenant j'ai décidé vraiment de dédier ma vie à comprendre comment l'humain fonctionne en contexte de pression autour des sujets de mindset et de leadership, c'est parce que, évidemment, quand moi je jouais, j'avais du mal à gérer mes émotions. J'avais du mal à gérer ce sujet-là. J'avais du mal à bien vivre les hauts et les bas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, mais comme nous tous, je pense, je me suis soigné en creusant et en travaillant ces sujets-là dans tout ce qui est devenu ma vie professionnelle après, en fait. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je t'avais jamais entendu dire. Et Mm. je voulais aller tirer vers cette question-là. Est-ce que, au final, c'est quelque chose que tu faisais très bien ou est-ce que la préparation mentale s'est arrivée parce que justement, c'était quelque chose C'est quelque chose qui me faisait défaut, et c'est pas quelque Ouais. chose que je faisais très bien. Et si je le faisais pas très bien, je vais pas raconter ici que je le faisais bien. Il y a des moments où ça me souriait, ça y allait, ok, super, mais peut-être parfois avec trop d'enthousiasme et de joie à le vivre, ce qui fait que quand le gap il est très élevé, quand tu vis ces intensités émotionnelles dans le haut, tu risques de le vivre très dans le bas quand ça se passe pas bien. Et on sait par essence à quel point notre fameuse glorieuse incertitude du sport. Un jour, tu peux être dedans en termes d'adresse, un peu moins. Un jour, il se passe ça avec tes coéquipiers. Un jour, c'est l'adversaire qui produit le truc qui ne devrait pas. Un jour, évidemment, les arbitres font des choses que tu considères comme étant pas ce que ça devrait être, etc. Donc, c'est tellement aléatoire que si tu rends tes émotions dépendantes de ce qui se joue au sens premier du terme, c'est là où tu vas faire le yo-yo émotionnel. Et moi, je le gérais pas très bien, en fait. Quand j'ai joué à Pont-de-Beauvoisin, dans la Nationale 2 de l'époque, avec Ilya Eftimov, le père de Vasco, Steve Martial. On gagnait beaucoup de matchs, c'était chouette, etc. Par contre, quand il arrivait qu'on perde et ou que individuellement je joue pas bien, les gens chez qui j'habitais du club me disaient: ah ben voilà, Nicolas, ça y est, il a passé une semaine à faire la tête, à être en dessous de tout, etc. Et c'est important de pouvoir partager ça ici, parce que si moi, à travers mes actions, je peux contribuer à ce qu'il y ait moins d'humains, jeunes, adultes, dans le champ sportif ou dans le champ de l'entreprise,
qui vont souffrir à côté de leur pratique, ben, je leur souhaite de pas souffrir des trucs que j'ai pu vivre, en fait. C'est juste Ouais. ça. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça, je pense que parce que tu as ouvert les premiers programmes de préparation mentale à la Fédération française de basket, j'imagine Absolument. que c'était aussi dans cette démarche-là de dire j'ai pas envie que les gens, Ouais. les jeunes souffrent comme moi j'ai pu souffrir du manque de connaissance de ce que j'ai en moi en fait. C'est exactement ça et c'est aussi parce que, hem, je suis toujours vigilant dans notre domaine dans mon domaine de la psychologie du sport, il y a des gens qui en font trop. «Ah, c'est fondamental, c'est le truc le plus important» et cetera. Pour moi, c'est pas le truc le plus important, c'est un des piliers de la performance au même titre que les autres et donc pour moi, c'est juste traitons-le comme un des piliers de la performance. Juste ça déjà, ça serait beaucoup et à l'époque, à la fédé et attention, je ne ferai de procès à personne. J'observe juste qu'à l'époque, à la fédé, il y avait une grande importance qui était donnée à la dimension de la préparation physique, sous l'impulsion de Bernard Gros-Georges notamment, Ouais. euh, et que, juste factuellement, on ne faisait rien dans la dimension psychologique. Et là, je dois reconnaître que j'ai pu faire ma thèse de doctorat en psycho du sport. Je reconnais que Jean-Pierre de Vincenzi m'a permis, pendant que j'étais à la DTN, de mener ce travail-là et de poser les premiers embryons de ce qu'on pouvait faire dans cette dimension-là, juste parce que c'était un des leviers de la performance. Après, euh, même maintenant, parce que mine de rien, le temps passe et on vieillit tous, j'observe qu'il y a encore peu de professionnels dans le champ du basket qui s'engagent dans cette dimension-là, à la considérer comme existante, pas nécessairement à mettre en place des programmations, des accompagnements, des choses comme ça, mais juste la considérer à la valeur qui, à mon avis, est importante. Et il y avait effectivement, moi, le fait que je l'ai vécu bof, bof, avec des hauts, des bas dans ma Mhm. carrière, et le fait que, à mes yeux, c'était un vrai besoin que d'aborder la thématique, en fait, d'aborder le sujet et de proposer des choses, comme j'essaye toujours de le faire, pragmatiques, simples, opérationnelles. On n'est pas là pour faire de la psychanalyse comme j'entends par moment, on est là pour essayer de voir comment un performeur ou une performeur peut tirer le meilleur de soi dans un contexte de concurrence, de coopération, parce que ce qui est magnifique dans le basket, c'est qu'on est on est en opposition avec nos partenaires toute la semaine, sur le temps d'entraînement, sur les oppositions, sur les matchs, sur les 1 contre 1, etc. Donc il faut qu'on se rentre dedans toute la semaine en sachant qu'il y a quand même un enjeu derrière, hein, le temps de jeu, le statut, les éventuels contrats. Et puis à partir du samedi, on a une espèce de coach qui nous dit, allez, la cohésion sacrée, on est tous ensemble, entraînés, et allez-y. C'est juste schizophrénique le sujet. Et c'est comment est-ce qu'on peut arriver à se bonifier individuellement dans l'opposition la semaine, tout en sachant qu'en même temps, si je mets de la dureté, de l'intensité vis-à-vis de mon partenaire, ça va l'aider aussi à donner son meilleur et que j'attends ça en retour. Et que, évidemment, on va être pleinement dans la cohésion sur le temps du match. Et c'est encore une fois, parce que pour moi, le basket et le sport de haut niveau, c'est un des supports parmi tant d'autres, de connaissance de soi et de ce qu'on peut faire en termes de dépassement personnel. L'enjeu de la vie, pour moi, c'est jusqu'où je peux aller dans quelque chose, pas pour me brûler, pour m'apprendre, me connaître et évoluer. Et le basket, c'est magnifique pour ça. C'est tellement magnifique. Ça donne accès à tellement de choses. T'as parlé des piliers, si je reprends l'image des piliers, parce que je trouve que c'est super intéressant, sur lequel tu te bases, et quand tu analyses une performance, souvent on analyse juste un résultat, il y a tellement de choses autour. Donc la préparation mentale, tu l'as dit, la préparation physique, le côté technique, le côté tactique, ta stabilité émotionnelle que tu peux avoir même en dehors de ce qui se passe sur le terrain. Il y a tellement de paramètres Hmm. que c'est impossible de résumer à si tu fais ça, Oui, tu vas gagner. oui, Si tu te prépares mentalement, tu vas gagner. Ou si tu te prépares physiquement, tu vas gagner. C'est en plus de toutes les choses aléatoires que tu contrôles pas, les arbitres, les autres, les adversaires, etc., que c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc il faut se concentrer sur ce que nous, on peut contrôler. Et en l'occurrence, il y a plein de domaines. c'est Et ça. tous les travailler, parfois ça peut faire mal à la tête et ça peut faire peur à certains. Oui, oui, ça peut Tout faire développer. Ouais, ça peut faire peur, ça peut dire: «Ouais, mais peut-être que je vais aller travailler chez moi des zones de vulnérabilité ou de fragilité et j'ai pas envie de ça» et je comprends qu'on n'ait pas Mhm. envie de ça, sauf que on a besoin d'aller côtoyer ces parts d'ombre pour aller ressortir la belle et vraie lumière en nous et puis, il y a aussi ce fait que, hem, plus je vais pouvoir aller, m'autoriser à investiguer ce qui se joue en moi dans une situation, plus dans une situation parallèle, lorsqu'elle se représentera, j'arriverai à mieux la gérer, donc c'est nécessairement une possibilité de pouvoir grandir et c'est, tu vois, à travers tu viens d'utiliser, un des grands drames et une des grandes souffrances de l'être humain, c'est la volonté de contrôle. La volonté de contrôle et ah purée, ça devrait être autrement.
à dire autrement, sous couvert de c'est pas juste, c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Donc déjà, le sport de haut niveau, c'est pas juste. Le sport de haut niveau, c'est l'anti-normalité. Et le sport de haut niveau, c'est comment est-ce que je vais pouvoir observer ce qui est en train de se jouer, accepter que ça s'est joué comme ça, parce que je peux pas faire autrement sauf avoir une baguette magique à revenir en arrière, et mobiliser mes meilleures ressources pour faire face. Et au plus on arrive à sortir à cette volonté de tout contrôler, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs et les joueuses, au mieux on va pouvoir se recentrer sur mes propres leviers d'action. Et cette quête, qui est une illusion vraiment du contrôle, c'est ce qui nous dézingue tous dans le couplage de nos pensées et de nos émotions. Vraiment. Ouais. Mais en disant ça, j'ai ce même challenge encore maintenant à gérer sur mes propres défis, etc. Et c'est, j'avais ce matin, au moment où on tourne cette vidéo, j'avais un coaching avec une dirigeante d'entreprise. Elle me dit: «Bon, d'accord, OK, je vois, mais comment est-ce que on peut faire et accepter avec ces situations qui se présentent, qui sont des choses qu'on voudrait pas et qui ne devraient pas se passer comme ça?» Je lui dis: «Mais chaque journée, on a tous minimum 2-3 situations par heure où ça se présente.» Ouais. Avec Margot, on a fait la journée de détection à Basketland et on s'était dit, on y va en avion, on descend à Pau la veille, comme ça elle n'est pas fatiguée, et puis ce qu'on fait, la journée se passe, et le lendemain, on prendra un avion de retour qu'à 15 heures. Comme ça, le matin, elle dort et c'est parfait. Évidemment, nous sommes en période de grève, donc au moment de se coucher le soir après sa journée, on apprend que l'avion du lendemain, à 15 heures, finalement, partira à 7 heures du matin. Et on était à Mont-de-Marsan, donc levé 5 heures du matin, etc. Ok, tout notre plan, qu'elle soit fraîche et tout, et cuit, c'est comme ça. On se dépêche, 5 heures, on arrive à l'aéroport, 7 heures. Arrivé à l'aéroport, 7 heures. Oui, la tour de contrôle équipe qui est jusqu'à 10 heures du matin est en grève. Donc, il faut qu'on attende celle de 10 heures après pour savoir si elle fait grève ou pas. Bref, on finit par partir à 11 heures. On aurait pu la laisser dormir. Et là, j'étais là en mode, je disais à ma femme et à Margot, on doit se saisir de cette situation-là. Soit on chouine, on se victimise, on râle, on peste, et ça change pas le schmilblick. Soit, comme on ne peut pas contrôler ce qui s'est passé, sur quoi on peut agir et mettre de la maîtrise. La maîtrise, c'est l'artisan qui met ses mains et qui essaye de faire avec la matière. Le contrôle, c'est notre ego qui parle. Et en fait, je lui ai dit, alors c'était pas très drôle, je disais, Margot, tu vois là, tu as ton DM de maths. Donc, essaye de te donner une demi-heure, même là, maintenant, à l'aéroport, pour bosser dessus. Moi, j'essaye d'avancer sur des choses, etc. Et au plus et au mieux on arrive à vivre cette situation avec le plus de paix qu'on peut, ben, au mieux on sera dans le double enjeu qu'on doit vivre tous dans la vie. Comment je peux mettre le plus de performance possible et le plus de sérénité, bien-être possible également. Et des situations comme ça dans la vie, on en a tous les jours. Et bien alors par contre, le sport de haut niveau, il nous en amène chaque microseconde, chaque fraction de seconde à l'entraînement, en match, en compétition. Et c'est admirable de se voir progresser là-dessus et d'aider d'autres êtres humains à progresser là-dessus. C'est passionnant en fait. Ouais, c'est une mission que tu as. Ouais, On pourrait utiliser ce mot. Ouais. c'est de l'ordre de la mission pour moi. Il y a quelque chose qui est important, c'est que selon moi, chacun de nous peut travailler sur, ok, je suis sur cette vie ici, quel est le sentiment d'utilité que je peux avoir? En sachant que oui, on gagnera de l'argent et on gagnera notre vie si on répond à un besoin d'utilité dans la société telle qu'elle soit. Et au plus et au mieux, on arrive à trouver quelle est notre mission. Pour moi, c'est vision, mission, principe, valeur. Il y a 4 éléments, vision, mission, principe, valeur. Et plus je serai au clair avec ma mission et ce pourquoi je suis là, et on peut faire référence au fameux pourquoi de Simon Sinek, plutôt que le comment, plutôt que le quoi. C'est clair pour moi le matin quand je me lève que je suis là pour aider d'autres êtres humains qui vivent certains moments de leur vie comme étant de la pression à mieux traverser ça dans un contexte et individuel et collectif. Et le sport de niveau, c'est une méthodologie, un contexte pour le faire. Le plus et le mieux, je sers ça, mais le plus et le mieux, ma vie est de grande qualité dans tous les domaines. Et chacun de nous, hein, vraiment, en regardant cette vidéo, on a la possibilité de trouver une mission et de vivre à travers celle-ci, quel que soit le format, entrepreneur, indépendant, salarié, sportif, etc. Ça donne tellement de sens. Et la vie est courte. Très courte, trop Ah courte, oui. même parfois, mais bon. Mais ce que tu racontes, tu vois, ça me fait penser à quand j'ai eu la chance de discuter avec une conseillère d'orientation. Ah Et oui. je me rappelle très bien être allé la voir et lui avoir dit moi, j'aimerais bien être psychologue. Et donc, elle me dit ah, pourquoi? Et je dis parce que j'aime bien aider les gens. Et elle m'avait répondu à un truc qui m'avait fasciné. Elle m'avait dit mais tu sais, le boulanger, il aide les gens. Oui. Il pétrit son pain, il y a des gens qui veulent du pain, donc il aide les gens. Ça, c'est pas valable comme explication. Et tu peux être psychologue pour d'autres raisons, mais celle-là, elle est pas valable. Ça m'avait fait réfléchir parce que Mm. parfois, on idéalise certaines choses, on fait des connexions,
Oui, qui sont pas vraiment là et ça fait du bien d'avoir des gens autour de nous qui soient capables de nous prendre, de nous sortir un peu de notre, brouillard ambiant pour pouvoir absolument. nous remettre dans des vraies situations et j'ai eu une conversation la semaine dernière où on me disait: «Oui, mais toi, tu as de la chance parce que tu as une mission, tu as une vision, tu sais ce que tu veux alors que moi, j'ai pas de passion». Mais c'est pas vrai ça. Non. Alors que je suis allé lui montrer, point par point, que non, cette personne-là, elle avait des passions. C'est juste qu'elle les sous-valorisait Mmh. ou alors elle survalorisait ce que moi je faisais par Oui, rapport aussi. au basket. Oui. Mais on s'en fiche. C'est ta passion à toi. Ce qui est important, c'est que tu la développes toi. Et moi, ma passion à moi, je vais la développer. Et juste pour terminer la boucle avec le psychologue, le fait que ce que je fais là, ce qu'on est en train de faire là, maintenant, toi et moi, il y a un petit rapprochement avec ce que je voulais dire quand j'avais 14 ans. Tu vois? Ouais, carrément. Carrément et chacun peut avoir une mission qui contribue énormément. Si on revient dans notre environnement basket, il y a des gens qui peuvent avoir des fonctions qui sont peu valorisées comme un intendant d'une équipe de basket, gardien de gymnase, bénévole qui va faire tout pour que l'équipe espoir soit dans les meilleures conditions, kiné. Les kinés ont un rôle incroyable de proximité, de compréhension, d'écoute. Coach dans le métier que je fais évidemment, et cetera, mais je voudrais plutôt valoriser tous ces gens-là qui ont un rôle qui est essentiel et une vraie mission qui accompagne. Et souvent, on peut voir des gens qui ont commencé à aller dans ces types de missions-là parce que leur enfant jouait dans une des équipes et qui finalement y sont restés, soit sous un format bénévole, soit s'ils sont professionnalisés. Et il n'y a pas de petites missions. Par contre, quand on trouve la nôtre, et je suis sûr, comme toi, qu'il y a la possibilité de la trouver vraiment, c'est juste extraordinaire et on va développer une vie fantastique. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça m'a mis les frissons d'ailleurs. Et parce que ça m'a fait repenser à Pascal Tandili, que je salue d'ailleurs, qui est l'intendant de l'Asvel, voilà, à qui je pense et qui est une personne que personne connaît, personne n'attribuera les résultats ou les succès ou non, mais qui était une personne incroyable et voilà, qui donnait du liant que tout le monde aimait autour, et apportait de la joie de vivre tous les jours. Et ça se voit pas, hein, sur les résultats, c'est pas attribué, ce sera jamais attribué à ces personnes-là, c'est des maillons de la chaîne. Et Hmm. chacun a sa. Et on peut trouver son truc partout. Ouais, carrément. On peut trouver son why, son truc, sa façon d'amener. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. Il y a besoin de savoir quels sont mes talents, et on en a tous, et comment est-ce que je peux les apporter au monde, et si au monde c'est trop grand, au contexte dans lequel je suis. Ouais, et je pense que tu l'as dit toi-même, et c'est très important, parce que les gens ont parfois l'image que dans la préparation mentale, si toi tu fais ça, tu deviens un monstre et tu n'as plus aucun doute sur qui tu es, et etc. Et voilà, c'est pas ça, ça se marche pas comme ça. Alors, les Non. défis, on en a toujours, on se connaîtra jamais pleinement, Ouais. et même si on arrive à appréhender certaines choses, le chemin il est infini, ça s'arrête jamais. C'est ça, c'est moi, j'accompagne des gens. Alors, juste petit point, je dis, mais peut-être que c'est que jouer avec les mots, mais moi je fais pas de prépa mentale parce que je trouve que c'est un peu restrictif. Moi, je fais vraiment de l'accompagnement à la haute performance sur la dimension des pensées et des émotions. Et surtout, moi-même, je suis coaché, j'ai mes propres coachs, et le nombre de fois, mon coach, c'est Martin Latulippe, un grand coach canadien, et le nombre de fois où je suis là, où je commence une séance avec lui et où je me mets à pleurer parce que j'arrive pas à gérer la situation, ça arrive tellement de fois. Alors évidemment que je travaille sur moi pour être capable là, entre guillemets, publiquement, de dire ça ici et de pas me montrer en mode moi je maîtrise tout, etc. Mais au contraire, ça fait un écho avec le TEDx de Brené Brown, éloge de la vulnérabilité. Être capable d'aller accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne gère pas tout bien, pour moi, c'est déjà le premier levier de confiance qu'on peut partager autour de nous, en mode, OK, je connais bien les concepts, les ressorts, donc je peux très très bien t'aider toi, parce que quand c'est tes émotions, tes pensées, tes doutes, etc., mais aussi tes réussites, je suis à l'extérieur de toi, donc c'est facile Je pour suis moi de pas faire le bilan. impliqué, c'est plus Voilà, je facile. suis pas impliqué et je suis formé à tout ça, donc c'est facile pour moi. Par contre, d'humain à humain, quand c'est mes sujets, je gère pas nécessairement mieux, mais ça fait pas de moi un non-expert, bien au contraire, je pense. Ouais, Vraiment bien au non, contraire. non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout ça, c'est super intéressant. Alors, tu as parlé du TEDx, que c'est quelque chose que tu as fait Ouais, aussi, ouais. que tu as eu la chance de faire. Et moi, une des choses qui m'a marqué, et que j'essaie dans ce genre de choses d'analyser, c'est la façon de parler et la façon d'amener les choses. Je trouve que t'as une façon de transmettre à la fois des connaissances, mais de vulgariser. Et c'est ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que je veux pas Mmh. en faire quelque chose de très compliqué, Ouais. parce qu'en soi, même si les compétences et les recherches peuvent l'être,
l'important, c'est de ramener les informations pour être capable de les transmettre et que tout le monde soit capable de les comprendre. Et Mmh. j'imagine, parce que moi, c'est des choses que j'essaie de faire, un vrai Oui. travail C'est ce et que super j'allais dire, passionnant. c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais à travers, tous tes programmes, avec Process Corp et les TEDx pour revenir sur ça, c'était un rêve d'enfant, enfin non pas d'enfant, c'est exagéré, c'est n'importe quoi, un rêve de début d'adulte. Ouais, Quand je j'ai comprends. su que le concept TED existait, je me dis: «Waouh, j'adorerais un jour pouvoir faire ça». J'ai candidaté à la première fois à un TEDx et ils prenaient 8 speakers et j'étais 9e, j'ai pas été pris. Et là, je l'ai eu en travers de la gorge et je me dis: «Purée», j'ai recandidaté l'année d'après et l'année d'après, j'ai été pris et comme il y a pas de surprise, tu sais, un TEDx, il y a un grand mot, un grand cadre pour une édition et celui de la Ouais, seconde année où j'ai été pris, c'était humanité et c'est là où j'ai fait celui sur, You can be your own champion, où je parlais de Boris, de Ronnie, de Ronnie. et de Tony que j'avais pu côtoyer rapidement en équipe de France junior et après, je m'étais dit: «Tiens, j'ai fait un TEDx, c'est chouette. Est-ce que ça serait pas chouette de faire un deuxième TEDx, en fait?» Moi, j'aime bien me redonner des objectifs et donc je suis allé refaire un deuxième et au début, je m'étais dit: «Bon là, ça va. J'ai déjà fait un, ça devrait bien se passer, tranquille, je vais y aller un peu, pépère». Ça a été tellement challengeant, difficile parce que quand on fait un TEDx, on a un ou une coach qui nous accompagne et là, elle, puisque c'est une dame, m'a poussé à aller chercher justement des choses très personnelles, très intimes et ça a été hyper dur pour moi de l'accoucher celui-là et de le sortir donc ça confirme bien des choses. C'est que chaque nouvelle expérience, même si on en a vécu une précédemment, c'est pas gagné d'avance. En fait, comme la réalité de chaque match de basket, comme les filles de Bourges et le staff de Bourges que j'ai la chance d'accompagner en ce moment, tu peux gagner un super match et te qualifier pour le quart de finale d'Euroleague et avant ou après avoir du mal à mobiliser toutes tes ressources pour un match de ligue féminine. Et sur ce que tu disais sur la vulgarisation, si on veut pouvoir contribuer, toi comme moi, à ce que des savoirs avec un grand S puissent être partagés, ça sera vraiment à travers de la mise en praticité avec des mots simples. C'est comme Joule et Beauvois, qui sont les deux chercheurs de psychologie sociale sur le thème de l'influence. Ils faisaient des bouquins là-dessus, personne ne les lisait, ça intéressait personne. Et c'est là qu'ils se sont dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose de plus simple là-dessus. Et qu'ils ont sorti leur best-seller, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et avec le mot manipulation dedans, c'est quoi ce truc, etc. Donc, tu as les manipulateurs qui disent, ah tiens, je veux en savoir plus. Puis tu as les gens qui se disent, mais moi, je me fais manipuler, je veux en savoir plus. Et dedans, c'est que des trucs concrets, pratiques, simples, non pas sur la manipulation, qui est l'intention de ce qu'on veut faire, mais sur les stratégies et les techniques d'influence pour amener des humains à faire des choses. Et je trouve ça vraiment chouette quand on arrive à dire les choses simplement. Je ne parle pas pour moi, mais quand je participe à des programmes où des gens le font, je trouve que c'est un grand talent. Et moi, ça m'aide en tout cas. Ouais, c'est inspirant. Ouais, C'est ouais. inspirant. Ouais, alors Et qu'une posture un peu, doctorale, magistrale, enseignante, c'est pas inspirant du tout et ça peut permettre de passer à côté du message et comme on le disait tout à l'heure, le temps est court donc autant rayonner, partager le plus qu'on peut. ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la performance avec un grand P, c'est-à-dire pas le sport de haut niveau, mais bah, un entrepreneur dans une entreprise, tout ça, il y a de la performance de la même façon. Carrément. En fait, en faisant ton parcours, tu l'as dit tout à l'heure, mais bon, on touche plein de sujets, c'est ça qui est intéressant. Tu parlais du fait que tu as été DTN, donc tu as connu, entre guillemets, encore quelque chose de différent au sein d'un organisme fédéral, etc. Tout en étant joueur. Alors, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que tu étais DTN adjoint et joueur. J'imagine ça. Bon, c'est jamais plus arrivé dans Je l'histoire, crois ça. pas, je crois pas. En fait, c'est drôle parce que quand je suis arrivé là, c'est vraiment drôle. Quand je suis arrivé à la DTN, à la fédé, ça s'est pas passé avec JPDB, ça s'est passé avec Yvan Ménini. Et Mhm. Yvan me dit, qui était grand président de la Ok. Fédé de l'époque, il me dit non, mais Nicolas, tu peux pas jouer, tu es à la DTN, donc tu peux pas jouer. Et moi, qui suis quelqu'un de très respectueux et qui à l'époque était peu culotté, je lui dis Yvan, ok, je vois, mais je dis toi, ta passion dans le basket, c'était l'arbitrage. Et moi, ma passion, c'est le jeu. Et je suis en âge de jouer. Donc si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais vivre ma passion et du coup pouvoir m'appuyer dessus pour pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre? Je vais sortir un truc comme ça Ouais. et ça l'a laissé sans opposition et je le remercie de m'avoir permis de continuer à le faire parce que vraiment, je serais passé à côté de tellement de choses. Alors évidemment, c'était compliqué et difficile de tout faire. J'avais notamment lorsque j'ai joué à Blois, moi j'habitais Orléans pendant les 10 années où j'ai travaillé à la DTN. Je prenais le train Orléans-Paris le matin, le soir
Paris, il s'arrêtait à Les Aubrais-Orléans 2 minutes et il continuait jusqu'à Blois. Donc pendant 2 minutes, j'avais soit je descends du train et je suis tranquille sur mon canapé ce soir, soit je pousse jusqu'à Blois. J'avais un supporter qui me récupérait, qui m'amenait, je m'entraînais, le coach me ramenait au train le soir, je rentrais à 23h30, etc. Pa, 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 Mais pa, c'était pa. magnifique. C'était fantastique parce que ce sentiment de se réaliser pleinement. Et je remercie vraiment rétrospectivement, et je l'avais fait à l'époque, donc c'est pas trop tardif, Yvan Ménini de m'avoir permis de faire ça parce que j'ai pu vivre ma passion pleinement. Et Ouais. puis, je pense qu'il y a plein d'acteurs du basket qui me reconnaissaient à travers ça et qui voyaient que je faisais vraiment partie de la famille basket aussi à travers ça dans des périodes où déjà à l'époque, et c'est de tout temps, il peut y avoir aussi la scission entre les fédéralistes ou les fédéraux et l'univers professionnel du basket et où ces deux familles, elles avaient du mal parfois à se rencontrer. Moi, ça me permettait de faire aussi un peu de joint sur tout ça et c'était important, je pense. Ouais. C'est des environnements qui sont différents, même si on essaie tous de tirer dans le même sens pour, à terme, Ouais, ce qu'on peut tous, c'est-à-dire la performance dans son sens ouais, général. ouais. Parfois, les violons sont pas accordés. Et Ouais. Ils sont c'est pas un... accordés. Ils sont pas accordés et à mon tout petit niveau, parce que franchement, c'était un tout petit niveau, mais à mon tout petit niveau, c'était hyper important pour moi de les accorder autant que je pouvais, parce que si j'avais un talent, et ça peut sembler manquer d'humilité, c'était celui d'être ouvert et, euh, et de pas être dans du préjugé. Et pendant les 10 années où j'ai pu mettre en place, grâce à la politique de la Fédé, de la DTN, les sessions de formation pour les joueurs et joueuses des équipes de France pour les permettre à se préparer au métier de l'entraînement et au brevet d'État, c'était un super pont et lien. J'ai Mm, vécu des situations d'opposition très dures avec Frédéric Fortet au démarrage, qui ont créé une vraie relation de respect partagé et d'amitié ensuite, parce qu'on a appris à se comprendre. Au début, Fred, avec sa forte personnalité, me regardait un peu de haut et de loin, et il a pu voir au-delà de la fonction l'homme que j'étais, l'ouverture que j'avais, avec les palois de l'époque, etc., etc. Et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir exprimer qui j'étais dans des missions où je pouvais avoir plein de relations avec le monde pro, les séminaires, la mise en place des séminaires pour les coachs pro de tous les niveaux, qui fait que quand je suis parti de la Fédé, j'ai eu tellement de marques d'amitié, d'estime profonde de plein d'acteurs du basket pro. Et c'était chouette pour moi parce que il y a un basket et c'est vrai que je reconnais que c'est difficile tant pour les acteurs du milieu pro que de comprendre ce qui peut se passer à la Fédé et tant que pour les gens du secteur de la Fédé que de comprendre ce qui se passe là parce qu'on n'est jamais dans les chaussures de l'autre et justement c'est un grand enseignement. Ne jugez jamais quelqu'un tant que vous n'avez pas marché avec ses bottes ou avec ses chaussures. Et il n'y a qu'un seul sport au milieu de tout ça, hein. exactement. Exactement. Non, mais c'est très important. Et bon, moi, le mot que j'aime beaucoup quand je parle de ce genre de sujet, c'est la tolérance. Parce que on peut toujours penser qu'on sait comment on va se comporter dans une certaine situation, ou qu'on sait comment c'est, mais tant Ouais. qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été dans ces chaussures-là, dans ces bottes, comme tu dis, à ce moment-là, bah, on Mm. peut pas savoir comment nous-mêmes on va réagir à une propre situation. Alors comment on peut imaginer comment d'autres réagiraient face à un problème qu'on ne comprend pas complètement? Ouais. Donc Et, cette ouverture d'esprit-là, il faut l'avoir, c'est obligatoire, et tu vois, sur une relation qui est difficile entre deux familles du basket, qui peuvent être les entraîneurs, les arbitres, par exemple. par Quand exemple. je vois les entraîneurs pester contre les arbitres, pourquoi ils sifflent ça, ils comprennent pas, machin, etc. Mais en même temps, quand je vois les arbitres, moi je suis ami avec quelques arbitres de haut niveau, quand je vois la difficulté que c'est, et franchement, toi, moi, eux, des fois tu prends un coup de sifflet, ça peut être d'un côté ou de l'autre, On n'est pas d'accord. Ouais. ouais, et on n'est pas d'accord, et des fois c'est tellement difficile de savoir. Et en fait, si tu regardes les arbitres qui jugent les entraîneurs qui jugent les arbitres, euh, en fait, on a de part et d'autre, encore une fois, des performeurs qui veulent faire de leur mieux pour atteindre leurs propres résultats. Et ils sont pas opposants. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas adversaires, puisque en fait, tu as deux équipes qui sont adversaires, mais parfois, tu as des gens qui cristallisent une opposition, une adversité qui n'existe pas et qui n'a pas lieu d'être. Et j'insiste sur le fait que quand je dis ça ici, c'est facile. Là, on est tous les deux dans une position stable émotionnellement. Quand je vois ma fille jouer, je dis pas que je trouve que tout se passe très bien sur le terrain, mais à chaque fois, c'est complètement infondé parce que dans la posture de quand je suis dans la tribune, ça n'a aucun intérêt, aucune jugeote, et je suis pas plus expert de qui que ce soit ou de quoi que ce soit quand ça se passe dans ce moment-là, quoi. Tu n'arrêtes pas de m'emmener sur mes points d'après, donc tu me fais des transitions, j'ai rien à faire, c'est génial. Et je t'avais promis qu'on reparlerait de Margot, donc bah, justement on t'en Yes. parle, donc c'est parfait, allons-y. Euh, je trouve que c'est super intéressant
de donner... Parce que moi, j'ai eu mon papa qui forcément a un petit peu de compétences dans le basket et qui, lui, a géré sa relation avec moi qui jouais d'une certaine façon. Mais Ouais. je trouve ça intéressant d'avoir des points de vue d'autres personnes qui sont dans le milieu, Mmh. avec tout ce que ça implique en positif et en négatif, d'être le fils de ou la Mmh. fille de. Mmh, mmh, mmh. Toi, qui es dans le milieu, comment tu le vis, ces matchs, les entraînements, le parcours, et comment tu l'accompagnes? Alors je l'accompagne peut-être un peu trop, D'accord. mais je fais confiance à Margot pour me réguler et pour me réguler ainsi que réguler notre épouse. À un moment donné, elle nous a dit: «C'est trop, vous faites trop», en mode, c'est la pratique que les parents ne devraient pas faire. On ne parle pas à son enfant pendant le match, on lui donne pas de consignes, bien sûr. Bon, des fois ça peut Ça va arriver, peut-être un peu dépasser, ok. des fois ça peut arriver. Heu, L'idée c'est, pour moi, c'est d'être très présent pour elle. L'idée c'est, de mettre en place autour d'elle un écosystème de personnes qui peuvent l'accompagner et que je ne peux et dois pas être. Elle travaille avec un préparateur mental. À chaque vacances scolaires, on l'a fait travailler individuellement avec Jean-François Martin, qui est un virtuose des fondamentaux individuels. D'ici 15 jours, puisqu'elle va bientôt intégrer un centre de formation, elle va travailler avec un top préparateur physique qui accompagne des gens à très haut niveau. Donc il y a déjà mettre en place un écosystème autour d'elle. Euh, il y a cette difficulté de c'est ma chair qui est sur le terrain. Il y a cette difficulté de, à cet âge-là, 14 ans, la deuxième année de Minime France, où tu la vois faire un super match et tu dis purée, elle peut vraiment faire des grandes choses. Et le match après, tu dis c'est impossible qu'elle fasse quoi que ce soit parce que elle est en train de se construire et c'est normal. Mais il y a par contre vraiment, et ça je lui ai déjà dit, ce qui pour moi est un des rôles des leaders, qui est en anglais l'empowerment, en français l'empuissancement, c'est-à-dire je ne cesse de lui dire Margot, moi je te vois plus grande et plus forte que toi-même tu ne te vois. Et je me raconte pas d'histoire en tant que père, et surtout l'avantage c'est j'essaye pas de m'inventer une histoire qui serait pas la mienne, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le basket, donc pour le coup je suis assez lucide sur la question du transfert, je transfère rien pour moi. Ma femme a été en espoir au Racing 92 de l'époque, etc. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc pas de transfert, ça c'est super important. Par contre, en puissancement permanent, tu peux y arriver. Tu es plus forte que tu le crois. Là, elle a enchaîné cette semaine, c'était incroyable. Elle a enchaîné test la journée à Montpellier le dimanche. Ensuite, elle est revenue le mardi. C'était match contre le Pôle Île-de-France. Le mercredi, là, elle a fait test individualisé à Villeneuve-d'Ascq. Le jeudi, elle a commencé, comme elle est au Krebs de Bourges, entraînement avec. Ça ne veut pas dire qu'elle va aller là. Entraînement avec les Espoirs de Bourges, qu'elle va faire tous les jeudis jusqu'à la fin de l'année. Le vendredi se passe. Elle a joué dimanche le match de l'élimination et elle a dit c'est dur en ce moment parce que voilà, je vais devoir faire des choix sur les centres de formation, mais on est sûr de rien et je suis fatigué de tout ce qui se passe là et le match de dimanche. On m'a dit chérie, fais de ton mieux. Et à la fin du match, elle a fait un très bon match et je lui dis à la fin du match, je veux juste que tu observes tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Regarde l'énergie que tu es allé chercher. Regarde la performance que tu as emmenée. On a plus d'énergie qu'on croit en soi la plupart du temps. Et l'énergie, ça ne se cherche pas à l'extérieur, c'est en nous. C'est comment on s'y reconnecte. Donc en fait, je te fais une réponse super longue pour Non, te, j'adore. pour te dire que c'est une aventure incroyable, que là, elle est sur la fin de sa deuxième année de pôle, qu'elle a fait le CIS, elle a fait le camp national. Les coachs du centre fédéral ont voulu la voir pendant 3 jours, mais elle va pas faire les tests de l'INSEP parce que physiquement, CF, moi à l'époque, elle est encore toute petite et toute crevette. Que au tout démarrage de sa première année de pôle, il y a un peu plus d'un an, euh, elle a mis du temps à s'y mettre, qu'elle pleurait beaucoup, que c'était difficile, qu'on pensait que jamais elle y arriverait, que Anna Kotokova nous a toujours dit, puisque c'est sa coach au Pôle Espoir, c'est un Salut d'ailleurs. processus. Salut, Anna. Bisous Anna. C'est un processus, il faut voir à long terme, il faut pas s'affoler, tout va bien aller. C'est un processus, c'est un processus. Et en fait, c'est douloureux en tant que parent de vivre ça. Et en même temps, encore une fois, parce que nos enfants sont là pour ça et Margot, elle est là pour ça pour moi, qu'est-ce que ça nous fait bosser notre propre leadership? Quand je lui fais des remarques ou des trucs, eh papa, ça va? Ok, bon, parfait, très bien. Au moins, elle a pas de filtre, elle va me renvoyer quand c'est pas approprié ou autre. Et ça fait tellement travailler son leadership. Donc, quand on est, tu posais la question fils 2 dans l'univers du basket, mais quand on est papa 2 dans l'univers du basket, eh ben, ça nous fait sacrément travailler à tout point de vue. Et encore une fois, jauger. Est-ce que là, je fais un peu plus, un peu moins? Comment je me positionne? Là, depuis les matchs retour de la poule haute, je me mets tout en haut des tribunes, je me mets plus au bord du terrain, etc., etc. C'est tellement riche et tellement joyeux d'avoir la chance de vivre ça aussi.
Tu vois, c'est marrant, ça m'aurait fait plaisir d'avoir sa version. Ouais, Parce que ce que tu as raconté, ça me fait penser à... Moi, ma maman a une anecdote sur ça, où sa mère criait beaucoup, et sur le terrain, au bout d'un moment, mais elle avait, je sais pas quoi l'âge elle avait, 13, 14 ans, elle saura mieux qu'elle. Elle est allée, en montant la balle vers elle, droit vers elle. Bon, maintenant, ça suffit, tu te tais! Et elle est repartie. Donc c'est une histoire assez légendaire dans la famille, mais c'est à quel point, bah parfois, et tu l'as dit très justement, on devrait pas réagir pendant le match, mais les émotions parfois sont un peu trop fortes. Et eux sont les meilleures personnes pour pouvoir nous mettre face à un miroir et nous montrer qui on est vraiment. oui. Et je trouve ça, enfin bon, qu'il y ait beaucoup de fierté dans ce que tu racontes, c'est forcément évident, mais également beaucoup d'amour. Je trouve ça vachement touchant et vachement mignon que vous ayez la possibilité de vivre ça à Ouais, 2, à 3, à 4. exactement. C'est des processus tellement marquants pour le reste de sa vie et tellement magnifiques que c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est que là, on a enchaîné en un mois, on a fait la France dans tous les sens pour les journées de centre de formation. Et au démarrage, je leur ai dit à ma femme et à Margot, allez, on va prendre ça comme une expérience juste incroyable. Oui, ça va être des contraintes et tout, mais c'est juste une expérience incroyable parce qu'on va partager, de comprendre de l'intérieur les cultures de ces équipes-là, de ces clubs-là, dans lesquels tu vas jouer dans un d'entre eux, probablement, et tu vas jouer contre à certains moments. Et puis surtout, on va passer plein de temps ensemble, dans les transports, dans ceci, dans cela. On va passer un temps incroyable ensemble. C'est un moment, ça a été ce mois qu'on vient de passer, une bulle dans notre vie tout à fait particulière autour de notre passion commune. Et c'est très joyeux, c'est très joyeux. Et puis, de la voir faire son bout de chemin, et les statistiques montrent qu'il y a peu statistiquement de chances d'arriver au plus haut niveau dans Mhm. une masse initiale, etc. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas, ou comment? L'avenir le dira. Par contre, qu'elle fasse son chemin, qu'elle ait créé sa marque Boladict à côté pour avoir son petit échappatoire à côté de sa marque de vêtements de sport, etc. à 14 ans. Moi, je suis admiratif de ce qu'elle fait parce qu'à l'époque, à son âge, mais j'étais incapable de faire mais vraiment le dixième de ce qu'elle fait. C'est incroyable. Et c'est là où c'est très enseignant pour nous en tant que parents, et que pour moi, quand on a la chance d'avoir des enfants, ils nous font grandir quasiment plus que l'inverse, hein. Ouais, j'ai pas eu l'expérience de vivre ça encore, mais j'en ai aucun doute. Tu Ouais. parlais du pourcentage de conversion, c'est-à-dire du nombre de joueurs qui y arrivent, qui est très très faible. On le dit parfois trop, parfois pas assez. Ça dépend des éducations. Mais il y a un truc, et quand t'as dit elle va y arriver, c'est parce que elle va y arriver. Ça veut dire quoi concrètement le basket? Quand on prend du recul, pourquoi on fait ça? Pourquoi on joue au basket? C'est quoi le but à la fin? Parce que bah tu l'as dit, il y a 40 ans, 50 ans, il y aura un moment où bah, on ne pourra plus y jouer. C'est pas une fin en soi. Par contre, ce qui est incroyable, c'est formateur en tant que personne. C'est des émotions qu'on va vivre ça nous permet de nous construire. Et au final, dans l'accompagnement de nos enfants, c'est ça le but premier, c'est de les accompagner à être la meilleure version d'eux-mêmes et de les aider à faire ce qu'ils veulent. Et je sais que c'est quelque chose qui C'est te ça. C'est se parle beaucoup. réaliser pleinement, et c'est gagner du temps par rapport à. C'est pas de la compétition, de la concurrence, mais c'est de gagner du temps par rapport à des gens qui vivent pas tout ce qu'on peut vivre dans ce process qui est fait justement, encore une fois, de haut et de bas émotionnel. Et j'ai pu le vivre pour moi dans ma carrière et dans ma vie. Et je le vois chez Margot, se gagner du temps pour se construire quelqu'un qui sera plus apte à être dans la résilience et la combativité. Euh, on va être fixé d'ici une petite quinzaine de jours sur quel centre de formation elle va choisir, parce elle a la chance de pouvoir en choisir parmi certains. Et je ne sais pas si ça sera celui-là ou pas, on va voir peut-être. Mais tu vois, Dessy, qui est la légendaire coach de centre de formation de Mondeville, qui maintenant est à Charleville-Mézières, qui fait partie du champ des possibles pour Margot, m'a vraiment touché quand elle a dit en réunion préparatoire d'une des journées: je ne sais pas vous dire si vos filles elles vont être professionnelles ou pas. Par contre, je vous garantis une chose, c'est que si elles viennent ici, elles repartiront 3 ans après, elles seront des guerrières dans la vie et rien ne pourra les arrêter. Et ça, quand tu entends ça, bon, en plus de ça, en plus du fait que tu sais que elle, mais comme les autres coachs de centre de formation, produit vraiment des joueuses de haut niveau, Mhm. tu te dis la finalité, elle est tellement là dans l'absolu. Alors effectivement, en passant par de la difficulté, de la dureté, de l'échec, de l'obstacle, mais c'est ça qui nous forge dans le sens, pour le coup, artisan du terme, euh, à aller chercher le meilleur de nous et à être capable de faire face à tout type de situation. C'est ça, en ça que le basket de haut niveau est magnifique, quelle que soit la carrière,
qu'on y fasse, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et alors, tu as parlé tout à l'heure du fait que Margot, elle faisait des choses que toi, tu faisais même pas le 10e. Et tu as parlé tout à l'heure de la préparation mentale. Alors, on va mettre cette expression-là parce que c'est celle que tu as utilisée pour la fédération, qui à ce moment-là, Oui, à il ce moment-là. faisait rien et que ça a commencé à apparaître. Est-ce que toi, tu as l'impression que de plus en plus de gens ont de plus en plus de connaissances sur ce sujet-là? Ah, super question et la réponse très spontanée sans y réfléchir, c'est non. D'accord. C'est incroyable. Moi, j'ai bossé là-dessus, tout début 2000, de 2000 à 2006 et à l'époque déjà, on disait: «On est 15, 20, 30 ans en retard de ce qui se fait, au Canada» et en réalité, heu il y a des gens qui se disent: «Il y a quelque chose», mais de ce que j'observe et je suis très présent, dans le milieu notamment de l'entraînement parce que pendant le confinement, j'ai proposé des programmes d'accompagnement pour les entraîneurs de basket spécifiquement et cetera, parce qu'ils étaient en déficit d'activité et cetera et en fait, ce que je vois, c'est qu'il existe et je les citerai pas, mais il existe des bouts de petites formations que je trouve microscopiques et très superficielles sur le sujet, qui sont très bien marketés, mais qui t'apportent deux trois principes, visualisation, respiration, motivation, qui pour moi sont largement insuffisants pour la complexité de ce qui est la dimension psychologique dans le sport de haut niveau. Donc des petits bouts de trucs superficiels qui peuvent permettre à certains de se dire: «Ah ok, c'est bon, j'ai coché cette case, je sais faire». Et en réalité, selon moi, il y a très 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 peu de réel intérêt de se dire: «Et si je regardais en profondeur ce qui s'y passe?» parce qu'il y a encore tous les fantômes et les mythes de, «C'est pour les faibles», «Allez, on se motive, on se rentre dans le tas, on y va, on est dur» et cetera et cetera. Donc je vais pas dire je suis triste, j'ai passé l'âge d'être triste de ça, mais j'observe que ma réponse à moi, qui est pas une vérité, c'est non. Très peu de personnes, vraiment. Ouais. Mais Et c'est des... en même temps, tant mieux, parce que on est quelques-uns à bosser spécifiquement dessus. Bah, nous, on va dérouler, mais malheureusement, ça essaime pas assez. Ouais. Ça, de toute façon, ce dont tu parles, c'est toujours pareil, hein. C'est à les vulgariser, c'est tellement compliqué que forcément, bah, il y a aussi après des personnes qui font des formations un peu moins de qualité, qui essaient de marketer le truc et qui ont d'autres compétences que vraiment la formation sur ce sujet-là. Oui, Et parfois, bah, ça détourne la vraie mission et du vrai ouais, problème ouais, auquel on essaie de répondre. exactement. Et puis d'accepter de savoir que, OK, ce sujet psycho du sport au sens large, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais en fait, la vraie formation, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu en tant que joueur ou joueuse, si j'ai eu un parcours comme ça, dans ces dimensions-là. Juste se poser, faire l'introspection, avancer, travailler là-dessus. Euh, c'est quoi que les gens que j'accompagne, que je coach, etc., vivent. Tu vois, une fille comme Élise Prodhomme, qui coach actuellement le centre de formation de Dijon, qui vient d'être nommée coach de En l'équipe de U20. France U20 féminine. Élise, elle était sur sa dernière année de joueuse et je veux vraiment lui rendre hommage parce que elle a décidé de se dire à ce moment-là, il faut vraiment que je prépare ma suite. Elle m'a contacté. Elle a payé sur ses propres deniers mon accompagnement, qui est cher. Je sais que mes tarifs sont chers parce qu'elle a voulu travailler sur ses émotions, sur sa façon d'être, sur comment est-ce que je vis cette période de transition. Et elle était déjà posée en mode vision-mission. Donc là, elle a l'équipe de France U20 féminine, mais moi, je veux devenir coach dans le secteur masculin, entraîneur dans le secteur masculin. Je veux vraiment transférer ça. Et elle a fait face à plein de difficultés dans son mindset, dans sa structuration, dans le regard des autres là-dessus. Et en réalité, elle a fait un gros travail sur elle pour arriver là où elle en est là, mais là où elle en est là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'elle va faire encore demain. Mais ça reste de l'ordre, à mes yeux, à moi, de l'exception, en fait. Ces types de prise de conscience profonde et sincère de je dois vraiment faire quelque chose avant tout sur moi pour pouvoir y aller. Et pour moi, dans la dimension psycho au sens large, on doit travailler sur nous sans faire de la psychothérapie, juste comment je réagis dans ces situations-là. On est dans un environnement qui est VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Comment est-ce que je réagis à ça? La pression, ça m'évoque quoi? La concurrence, ça m'évoque quoi? L'imminence d'une prise de décision, c'est comment pour moi? Cohésion groupe, comment moi je fonctionne par rapport à ça? Quels sont mes irritants? Juste se poser des questions hyper simples et se nourrir et observer. Et sur cette base-là, on peut faire des choses incroyables pour ensuite accompagner les autres qui vivent des situations similaires. Ouais. C'est... Il y a tellement, il y a tellement de choses à dire sur ça. Tu as parlé de sa volonté à elle de mettre d'un investissement Ouais, de sa poche. attention. C'est pas culturel, ça. Ben oui, D'investir sur soi, ouais, mais pas je m'achète une maison, mais ouais, s'investir sur soi. Et c'est avec ça. de l'argent. Il y a Mais beaucoup oui, de gens qui ont un frein ouais, sur. énormément. Et- Énormément, et c'est oublier que notre premier véhicule de performance et de sérénité, c'est nous, c'est notre corps et notre esprit. Et
C'est aussi que dans notre pays à nous, c'est peu valorisé l'investissement humain parce que là, on pourrait le dire sur des gens de l'écosystème sportif. On est, et je jette la pierre à personne, très assisté dans celui-ci. Moi, j'ai été accompagné, assisté, une bonne partie de mes formations ont pu être financées d'une façon ou d'une autre par le système au sens large. Quand on est joueur, entraîneur, il y a ces sujets qu'on appelle les OPCO, qui sont les financements des formations professionnelles via les entreprises, etc. Mais tu vois, quand je travaille avec des chefs d'entreprise, ils sont capables d'investir des millions d'euros sur des machines dans leurs industries ou dans des bâtiments flambant neufs. Et quand on parle de quelques milliers d'euros sur des accompagnements, parfois c'est plus difficile à arbitrer, à décider, à engager. Ouais. Et il y a, dans ce que tu évoques, qui est très pertinent, c'est cette question de l'investissement sur l'humain, qui est une espèce de tabou, mais au sens large, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, et moi c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus, il y a un mindset du rapport à l'argent qui est à construire. Moi, je viens d'une famille très modeste. Euh, j'ai eu mes premières baskets Nike, qui étaient celles d'une joueuse de l'équipe première féminine du club où je jouais. Elle allait les jeter. Je lui dis non, 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 moi je les veux. Elles étaient toutes défoncées. J'étais l'adolescent le plus heureux du monde de les avoir. Et j'ai beaucoup travaillé de l'environnement personnel duquel je suis venu sur c'est quoi la question du rapport à l'argent. Je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Et si j'avais pas travaillé sur ça, ça aurait bugué à un moment donné. Et quel est le rapport à l'argent, en sachant que l'argent, qui est un truc tabou dans notre société et notamment dans le sport de niveau, si on y regarde de plus près, quand par exemple on va spoiler ou critiquer fortement des footballeurs qui gagnent des sommes pharaoniques ou des transferts énormes, en face de l'argent, quasi systématiquement, il y a un très grand apport de valeur. C'est ce qui médit les choses. Et en fait, l'argent n'est pas tabou. Si j'apporte beaucoup de valeur à quelque chose, à quelqu'un, la structure, en retour, va me donner de l'argent qui me permettra de faire quoi? Ben, moi, dans mon cas, moi, de travailler encore plus sur moi, d'investir encore plus sur moi. J'investis plusieurs dizaines de milliers d'euros sur moi chaque année dans des accompagnements pour aller chercher plus loin, pour progresser, pour mieux gérer ce que j'ai à gérer. Et il se passe quoi en conséquence? J'en gagne davantage parce que j'accrois mes compétences, parce que je sors du champ concurrentiel, etc. Et c'est vrai que ce truc de l'investissement sur soi, il est un peu tabou et je jette la pierre à personne. Je pense que chacun fait de son mieux avec ça. Mm. Alors, que ce soit sur soi ou tu t'en as parlé en tant que responsable d'équipe ou chef d'entreprise pour ces équipes. Oui, Et je pense que c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, alors tu l'as un peu soufflé tout à l'heure, mais j'en profite d'en parler parce que je trouve ça très intéressant. Il y a un club qui est souvent là sur les innovations en filles notamment, qui est le club de Bourges, avec qui tu travailles oui, notamment. oui. Et chose intéressante, pas seulement les joueuses, mais également le staff. Oh oui, Et ça, j'avais jamais entendu parler d'un club qui finance également pour son staff. exactement. Et c'est vraiment admirable dans le sens où le demandeur est l'entraîneur. Le demandeur, ça s'est vraiment passé en mode, puisque ça fait depuis le début de la saison dernière, quasiment le début de la saison dernière que j'ai travaillé avec et le groupe et le staff. Et en fait, c'est Agnès Singès, la présidente, et Olivier Lafargue, l'entraîneur, qui sortaient de 2 saisons qui ne leur ont pas convenu en termes de résultats performance, parce que le Covid arrêt, parce que un match perdu, et finalement, ça a fait deux années sans aucun titre. Et ils se sont dit, on voudrait essayer quelque chose de différent, d'innovant, de complémentaire, et ce champ-là, ils ne l'avaient pas investigué. Et en fait, Agnès, qui connaissait mon travail et qui me connaissait, dit à Olivier, parce que c'est une grande leader, elle lui dit, OK, ben, fais un état des lieux de 2, 3 intervenants potentiels, propose-les-moi et on en discute. Et Olivier a dit, ben, moi c'est clair, c'est avec Nicolas Rimbaud que je veux travailler. Elle dit, bon, ben, OK, très bien, en plus je connais, allons-y. Et c'était rigolo parce que, tu vois, ce truc que je disais tout à l'heure, mes tarifs sont assez élevés, mais encore que tout ça soit très relatif. Et lors des entretiens au début, Agnès me dit, puis il faudra que tu nous dises combien c'est, parce que je sais que tu as des tarifs élevés. Je dis, oui, c'est le cas, c'est vrai. Donc je te dirai et on va faire. Et on a mis en place ce qu'on a à mettre en place. Et ce qui est vraiment admirable, c'est que classiquement, dans les entreprises, je fais le parallèle entreprise et j'y reviens. Dans les entreprises, je peux avoir le PDG ou le DG de l'entreprise qui me dit, moi, voilà, mes managers, là, c'est pas terrible, il faudrait faire quelque chose pour eux. Et c'est pas si souvent qu'ils pensent à se mettre dans la boucle ou dans l'écosystème. C'est pas si souvent, en mode, moi, ça va très Pour bien. pas dire rarement. Ouais. Exactement. Exactement. Et là, Olivier a pris conscience du fait que il a beaucoup travaillé sur son ego et la capacité de se dire, parce que c'est la vérité, c'est un des très bons entraîneurs du basket féminin, mais que s'il veut continuer et à l'être et à progresser et à avancer, il a besoin de travailler sur lui-même également. Et on échange très régulièrement. Je ne suis pas sur place en permanence, j'y vais de temps en temps et je travaille avec lui à distance et quand j'y suis très fréquemment et c'est hyper intéressant.
sans rentrer dans des détails, il a pu, et sans trahir l'anonymat de ce qui se joue dans nos séances, mais à un moment donné, quand on a travaillé ensemble, il a pu me dire, tiens, tu vois, il y a une situation à l'entraînement où le truc classique, situation d'opposition, et là, il se trouvait que Olivier arbitrait momentanément ce qui se passait. Arbitrait en sens, l'arbitre donne la balle à une joueuse. Et la joueuse dit, la joueuse opposante à celle-ci, non, non, c'est elle qui sort la balle, c'est pas moi. Ah, d'accord, donc je te donne la balle à toi. Ah, mais non, mais tu l'as donnée à l'autre et ça part dans tous les sens. Et c'est juste le grand classique qui arrive à tout le monde. Et on a pu en faire un vrai outil de leadership de, ok, donc la joueuse, peu importe laquelle, qui au final râle et était mécontente de ça. T'en penses quoi si t'étais à sa place? Ah, bah ouais, elle a raison. Ok. Donc, tu reconnais qu'elle a raison. Très bien. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant sur cette situation-là? Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est faire un point très rapide avec la joueuse qui était une de ses leaders. Tu sais, il y a eu cette situation, juste, je voudrais que tu saches que peut-être que je me suis loupé. Et c'est fort quand un entraîneur professionnel dit ça. Puis, de se dire sur toutes les situations similaires, je sais que ça peut sembler du pas grand-chose que j'évoque comme exemple, mais c'est la vraie vie avec une équipe de basket. Sur toutes les prochaines situations où c'est balle à moi, pas balle à moi, faute, pas faute ou autre, c'est ok, vous savez quoi? J'ai décidé comme ça. L'arbitre il se trompe en match? Oui, très bien. Donc là, je me suis trompé, mais je maintiens la décision parce que je suis arbitre. Bam, on avance, stop. Et c'est un vrai outil de hey, reste focus sur ce que tu as à faire qui va te servir à transférer. Et ça peut sembler pas si évident, mais en fait, l'an dernier, quand il y a eu titre de championne de France, gagner l'Eurocoupe, perdre après 2 prolongations la finale de La la Coupe Coupe de de France, France. incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Et tout le monde dit waouh, extraordinaire, fantastique, etc. Personne ne sait à quel point ça a été dur, Ouais. avec des Oh. tensions, des difficultés, mais qui sont logiques quand on est dans une équipe avec de tels performeurs incroyables que sont ces joueuses-là. Mais il y a tellement besoin de les aider, elles, à faire ce qu'elles font déjà très bien, à continuer à le faire très bien, et le staff à gérer des situations relationnelles qui sont d'une complexité incroyable. Et les équipes les plus fortes ont des problèmes de plus en plus grands et complexes. Et c'est une telle grandeur que d'être capable de dire, j'ai besoin que quelqu'un à l'extérieur m'aide pour faire ça. Du coaching, du mentoring, de l'accompagnement, que ce soit dans le sport de haut niveau, dans l'entreprise, ça se destine aux gens qui sont des performeurs, qui ont des grandes qualités, des grands atouts et des grands résultats. Les entreprises ou les clubs n'investissent pas si c'est un coach pas terrible ou si en entreprise c'est un manager dans lequel on ne croit pas. Parce que tout ça, ça Ouais. a un coût. Et c'est une grande capacité de remise en cause que de se dire j'ai besoin de franchir ce step de plus, j'ai besoin d'y aller. Et surtout, j'ai la conscience du fait que j'ai besoin d'y aller. Et c'est très très rare et donc très admirable. Ouais, moi, Olivier, c'est un entraîneur que j'admire beaucoup. Ça fait longtemps d'ailleurs que je veux l'inviter sur le podcast, mais pendant la saison, c'était un peu compliqué. Donc, si tu vois ça, Olivier, pas de problème, il y a le temps, ne t'en fais pas. Mais tu vois, j'étais là quand ils ont gagné le titre, le match 3. Et justement, on a eu cette conversation où il m'a dit, mais je savais déjà, hein, on en avait déjà parlé. Quel enfer. Et c'est ça que je trouve magnifique, parce que souvent, c'est valorisé, la victoire, elles se sont forcément bien entendues. D'ailleurs, ça remène des différences de cohésion entre la cohésion sociale Et opératoire. et la cohésion opératoire, dont on a parlé avec Virginie dans le premier épisode, qui était d'ailleurs sur la préparation mentale, mais qui est Absolument. tellement important. C'est pas juste on s'entend bien donc on va gagner, ou on a gagné parce que si. Les gens, souvent le plus grand résultat de l'équipe de France féminine d'un point de vue mondial, c'était la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2012. C'était Absolument. la même chose, c'était le carnage à l'intérieur, et Oui. pourtant ça a amené à une victoire. Donc l'un n'est pas lié avec l'autre, Hmm. ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur comment on fait pour gérer les conflits. Et Ouais. tu as encore dit un truc, donc je vais te poser une question, c'est: est-ce que tu trouves que les relations coach-joueur sont en train d'évoluer au fur et à mesure des ans? Ok, alors tu vois, autant tout à l'heure c'était un non rapide que là c'est un oui rapide. Oui, j'ai le sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de respect de la part des entraîneurs vis-à-vis des joueurs ou des joueuses, de considération de leurs difficultés, de leur complexité. Ça, je l'observe. Et j'ai l'impression qu'il y a encore plus de préoccupation, soutien dans les moments difficiles, Ok. qui peuvent être des blessures, qui peuvent être des moments où on est moins dedans. Parce qu'un joueur ou une joueuse a forcément des moments moins dedans dans sa performance et son apport individuel. Et ouais, je pense vraiment que ça évolue, que ça chemine, que ça progresse, et qu'il y a plus de prise en compte de l'humain derrière le joueur ou la joueuse. Encore une fois, ça va dépendre des personnalités des coachs ou des entraîneurs, mais même si on laissait la dimension du sport d'à côté, j'ai l'impression, oui, que
euh, ça s'améliore et que ça va dans ce que je considère être un sens intéressant, pas parce que j'ai décidé que c'était le bon sens, mais dans le sens de ce double équilibre encore, et performance et bien-être partagé. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que ça chemine. Et alors, en parlant de double équilibre, tu as parlé de la relation du coach vers les joueurs, et je te pose la question dans le sens, du coup, des joueurs vers le coach. Peut-être un peu moins de mon analyse qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Non, mais si je te pose la question, c'est parce que ton analyse m'intéresse. Ouais. euh, Ce qui se passe, c'est que quand c'est le temps de la pratique, quand tu as des joueurs ou des joueuses qui sont en situation avec le coach, euh, quand tu es joueur ou joueuse, il y a mille raisons d'être insatisfait. Pas assez de temps de jeu, pas assez de ballons pour moi, pas assez de valorisation. Je vois des joueurs ou des joueuses, ah, il me dit pas assez que c'est bien. Donc déjà, travaille sur ton propre besoin de reconnaissance d'être valorisé avant de travailler sur le fait que lui, non, Ouais. on voit pas assez, etc. Et ce que je peux observer, c'est que, en revanche, c'est plus sur le post-carrière et l'après, quand il n'y a plus cette relation, allez, qu'on peut appeler professionnelle ou hiérarchique ou je sais pas quoi, là, je vois plus de connexion de ah, c'était chouette. Ah, finalement, avec du recul, je me rends compte que. Donc j'ai l'impression que ça vient un petit peu plus après. Et après, tu as quand même des joueurs et des joueuses qui arrivent à créer des connexions et des relations magistrales pendant la carrière avec des coachs. Euh, je vois ce que dans le secteur masculin, ce que Freddy Fotoux fait avec Hugo Benitez en ce moment, je trouve que c'est assez admirable justement dans l'empowerment, l'empuissancement et le fait d'être en train de l'emmener à aller vers ce qu'il fait. Et c'est une vraie histoire de, ok, je suis entraîneur de basket, mais je peux aussi être mentor. Et mentor, c'est Mhm. comment est-ce que je peux prendre quelqu'un et l'amener à développer la plus grande quintessence. Ce qui fragilise ça, c'est la difficulté pour les coachs et les clubs de mettre en place des contrats de durée suffisamment longue ou bien de répéter les contrats et ou les velléités des joueurs ou des joueuses à un moment donné de ne pas vouloir s'inscrire dans le long terme. Mais sans parler de relation de mentor, je vois l'exemple de Laetitia Guapo à Bourges. Elle est arrivée après les confinements, tout ça. Elle venait de Charnay, National 2. C'est Elle incroyable fait... la métamorphose qu'elle a eue. Mais c'est Incroyable. incroyable. Elle a Incroyable. réussi à trouver sa place, son positionnement, ce qui n'est pas facile à faire dans une équipe comme Bourges. Trouver sa place, encaisser quand au début, c'était pas facile. Rayonner chaque match un peu plus, chaque saison un peu plus, au point de se dire là, alors qu'elle a des envies au plus profond d'elle un jour d'aller jouer en Espagne, de se dire ok, mais finalement ça se passe pas mal dans ce club, je suis plutôt bien, je prolonge de plusieurs années pour me mettre en place une stabilité de fonctionnement au quotidien, pour que ça au moins ça soit fait, et que du coup je sache que je pourrais consacrer mes pensées, mes attentions, mes émotions vers le fait d'être la plus optimisée pour le 3-3 et aller choper cette médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Et il y a ces relations qui peuvent s'inscrire et se construire dans le temps, et des choses qu'on va pas appeler de l'ordre de l'affiliation, mais de la forte connexion ou d'une forme de mentoring, même si je pense que ni Letty ni Olive ne se réclameraient d'une relation de mentoring, mais en tout cas, tu vois quelque chose de l'ordre de la montée en puissance, de l'accompagnement pour aller vers. Et ça, ouais, je l'observe et je trouve que c'est toujours magnifique parce que mine de rien, ça restera des relations humaines, ces histoires-là. Et il Mm. pourra y avoir des ruptures de relations humaines et des gens avec qui, à un moment donné, il y a des clashs et ça le fait pas et ça le fera pas et c'est la vie. Mais il y a la possibilité aussi d'en créer. Et ça, c'est chouette. Est-ce que c'est même pas le plus important, d'ailleurs? Tu vois, quand à la fin, quand tu te retournes sur ce que tu as fait, ce que tu as vécu, parce que les émotions, elles sont aussi décuplées par rapport à voilà, enfin, ce que tu vis avec des personnes qui, ouais, où tu as créé des liens forts, quoi. Ouais. Et Les relations de valeur, pour moi, elles ne se forgent que dans les épreuves, jamais quand tout bien va sûr. bien. Moi, je sais sur qui je peux compter et les personnes savent sur qui qu'elles peuvent compter sur moi que quand on vit ensemble des épreuves, des difficultés, des douleurs. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que le sport de haut niveau, il nous amène ces situations-là. Donc c'est Mhm. chouette, parce qu'on va voir comment les uns et les autres vont se positionner. Et c'est là qu'on va pouvoir forger ça. Après, tu regardes en NBA des coachs comme Greg Popovich, tu vois la réalité et la sincérité des relations qu'il a créées avec une grande partie des joueurs qu'il a eu pendant plusieurs années. Et on voit bien que ça va au-delà du basket. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que c'est un coach qui, de toute façon, considère le basket comme n'étant qu'un support. Bien sûr. Et c'est sûrement aussi, euh, tu vois, par rapport à la mission qu'on évoquait tout à l'heure, le basket, ok, mais c'est quoi la place du basket dans ce que je suis en train de vivre et de Mhm. rayonner ou de vibrer? Et plus tu es en mode, c'est un support parmi tant d'autres d'excellence, mais aussi justement de construction de relations humaines, complètement. Et ouais, c'est le plus important. Et où, pour Margot, ma fille, ça sera le plus important. Comment est-ce qu'elle peut trouver sa place dans une équipe tout en étant elle, avec ses atouts et ses limites,
Et en fait, c'est ce qu'on doit tous faire, nous, les êtres humains, toi dans le déploiement de ton activité, moi aussi, mes atouts et mes limites, et se sentir utile et se sentir grandir. Un être humain, il a besoin de se sentir grandir et croître en permanence. Et les coachs doivent faire ça pour eux-mêmes, d'où le fait de se faire accompagner, mais ils doivent contribuer à ce que d'autres le fassent. C'est intrinsèque à leur activité, c'est ça qui est magnifique en fait. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu accompagnes beaucoup de coachs Pas assez. de J'ai basket? accompagné Freddy Fotoux quelques temps, quand il était Ok. adjoint de TJ Parker à Villeurbanne. J'ai quelques coachs qui me sollicitent ponctuellement pour faire des points, pour savoir où ils en sont, etc. Euh, Pas assez, je le regrette. Il y avait eu, peut-être il y a 4-5 ans, j'étais intervenu, il y avait une journée qui était organisée par le syndicat des coachs, où j'avais lancé, parce que je les connaissais assez et je pouvais leur lancer ça, il y avait tous les coachs pro A, pro B qui étaient là. Je dis, je comprends pas que vous ne fassiez pas accompagner, et je parle pas par moi, mais faites-vous accompagner, parce que vous, plus que les autres, euh, vous êtes dépositaire des critiques de l'opposition. Quand ça gagne, c'est les joueurs ou les joueuses. Quand ça perd, c'est de votre faute. Vous êtes le pion numéro un ou un de parmi ceux qu'on fait sauter quand ça va pas. Et ils vivent une pression incroyable. On les voit physiquement se transformer à travers les années. C'est-à-dire que leur corps accumule plein de choses parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Se faire coacher, tu sais, c'est la capacité. Souvent, j'ai des gens que j'accompagne qui me disent ah, je voudrais pas me plaindre ou je voudrais pas. Je dis vas-y, s'il y a bien un endroit où tu peux sortir les trucs, sors-les. Et ce que je sors me permet de ne pas générer des trucs en moi qui peuvent se transformer en pathologie. Je sais, tiens d'ailleurs, qu'il se fait accompagner, et pas par moi, mais Vincent Collet, par exemple. Et peut-être regardera-t-il cette vidéo ou pas. Je trouve que ces dernières années, il a pris un sacré coup de vieux physique à travers le cumul des activités qu'il a. J'ai beaucoup de C'est, respect pour lui, c'est- mais le cumul des activités, équipe de France, club, etc. Je sais que là, sur la fin, pour aller au JO de Paris, il va pouvoir se concentrer davantage sur l'équipe de France, mais je trouve qu'il a morflé physiquement, et je le dis avec beaucoup de bienveillance. Et, Oui, je suis d'accord. Je et, partage. et on a besoin, en tant que coach, à travers toutes ces multiples pressions qu'on se prend, de pouvoir à un moment donné lâcher, trouver une épaule. En sachant qu'un coach, pour moi, c'est deux choses. C'est pas que materner, hein, c'est comment est-ce que je peux t'encourager, te soutenir, être à tes côtés quand c'est difficile, mais comment aussi je peux te donner les petits coups de pied dans le derrière, les petits et là tu me racontes du bullshit quand tu es en train de ne pas optimiser tout ce que tu pourrais faire. C'est un peu des deux. Mais pour la gestion de la vie physique et de la santé d'un coach, pas que pour sa performance, je trouve que c'est quelque chose d'utilité publique en fait. Mm. Ouais, je partage tout à fait. Et, bon, par rapport à bon, Vincent, c'est presque inhumain ce qu'il fait Ouais, ouais, pour sûr. connaître ce que c'est la pression de 9 mois dans un club. En plus, enchaîner directement avec la préparation de l'équipe de France, pas être avec la famille, pas partager, pas partir en vacances, tout ça. C'est un truc de barjo et ça fait quoi? Ça fait 13 ans, 14 ans qu'il fait ça. Incroyable. Il y a une partie de moi qui admire énormément, il y a une partie de moi qui se dit il est complètement fou aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est le sens qu'il a décidé pendant ces années-là de donner à sa vie. Il y a une part qui, moi, me plaît, qui est purée, on a qu'une vie, autant l'optimiser. Et je dis Non, mais pas, oui, oui, bien sûr, voilà, et je dis pas que si j'avais pas été à sa place, je ferais pas la même chose. Peut-être que, c'est sauf que, possible que moi aussi. voilà, c'est possible. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait de notre capital vie et de notre capital santé dans le même temps? Après, c'est que des choix, tu sais. Alors, je sors de l'exemple, et ce que je vais dire à suivre n'a rien à voir avec Vincent, mais tu sais, à un moment donné, il y avait eu des études qui étaient faites auprès d'athlètes qui étaient, allez, si on vous dit vous vous dopez, vous avez une médaille olympique, mais vous perdez 20 années de votre vie, vous faites quoi? T'en as un paquet qui disent ah, j'y vais, je veux sentir ce truc-là et le vivre ça. Et c'est ton papa, Pierre Vincent, qui avait dit le sport de haut niveau, alors, il se dope pas, en tout cas pas que je sache. Il suffit de le regarder physiquement pour voir qu'il se dope pas, c'est pas un souci. Et il avait dit le sport de haut niveau, il est capable de nous amener ses émotions les plus importantes après la naissance de nos enfants et de notre mariage. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mhm. Donc, des fois, on a envie aussi, en tant qu'humain, entraîneur ou joueur, de vivre le plus ces trucs-là, parce que c'est éphémère dans la possibilité de notre vie de le vivre. Mais en même temps, c'est comme en toute chose. Il y a un prix à payer à toute chose. Et derrière tout grand succès, il y a un grand prix à payer. Et c'est avec quoi on est OK. Et si on est OK avec, c'est magnifique en fait. C'est juste de la pleine réalisation de soi.
Mais c'est très important de savoir le prix à payer. T'en as parlé dans un échange par rapport à Tony Parker, qui savait le prix à payer pour devenir ce qu'il est, et qui, du coup, dit, mais c'est pas grave si ça se passe, moi j'étais préparé à ça. Et ça, c'est une grande puissance, et ça me fait penser, et on va terminer par ça parce que je sais que bientôt il va falloir que tu t'échappes. Dans un des derniers podcasts, j'ai eu Léo Westerman. Je sais Je pas l'ai si pas tu vu l'as encore écouté. celui-là. Non, pas celui-là. Bah, eh ben, je vais te faire un spoiler. Du coup, il y a un Oui. moment où il parle de sa transition pour potentiellement devenir coach. Et il dit, en fait, il y a deux choses qui me font hésiter. La première, c'est que je sais ce que c'est le sacrifice en tant que joueur. Je sais que c'est 10 fois pire en tant que coach. Je sais pas si je suis prêt à vivre ça, tant moi que l'infliger à ma famille. Ce qui est déjà une preuve incroyable de maturité Oui. et de compréhension de ce dans quoi il va rentrer, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs qui se reconvertissent en tant que coach. Oui. Et la deuxième, c'est que il disait qu'il avait eu une discussion avec Saruna Jasikevičius en lui disant, je sais pas si je pourrais être coach parce que je sais pas si je serais capable de me mettre dans des états de colère comme vous et à gérer les choses comme vous, etc. Et que Sarunas lui avait dit, il n'y a pas besoin, il faut juste que tu sois capable de monter autant dans les tours que ta personnalité t'autorise à le faire. J'adore Et je faire me de doutais que ça allait te plaire. Ah mais ouais, j'adore parce que on pourrait croire que être coach, c'est être complètement extraverti, faire des numéros de zozo, et cetera. J'ai vu des présidents de clubs reprocher à des entraîneurs de pas faire de cinéma, de pas se lever sur le banc et gesticuler. Au secours, au secours. Alors que Parfois, parfois, au contraire, c'est oui, preuve de compétence. exactement. Et en fait, c'est vraiment un bel apport que tu partages là parce que on a besoin d'exprimer le plus et le mieux qu'on ait à faire en fonction de notre personnalité. Tu vois, par exemple, sur la prise de parole en public, on n'a pas besoin de faire des grands gestes comme ça. Par contre, on a besoin que nos mains vivent à la hauteur de notre personnalité, l'intensité de notre voix également, notre non-verbal également. Mais encore une fois, ce qui est chouette dans ce qu'il dit là, c'est que ça nécessite au préalable de se connaître. Et si je me connais, je sais jusqu'où je peux aller et jusqu'où je dois aller. Olivier Lafargue, avec qui on fait ce super boulot, il sait que des fois, il a besoin d'aller manifester une forme de colère, d'énergie, de transmettre ça. Et des fois, il me dit, ouais, mais bon, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de faire ça. Et je lui dis, ok, est-ce que l'équipe a besoin que tu fasses ça? Oui, donc fais-le, ça fait partie de ton boulot. Tout comme coacher, manager, c'est rabâcher. On doit ramener, ramener, ramener. Et je lui dis simplement, fais-le en conscience, en sachant que des fois, il faut que tu exagères un peu ça. Et effectivement, et tu vois, j'avais pas fait le lien sur la base de ta personnalité, mais même si c'est pas ce que tu aimes le plus, des fois, si c'est le besoin de l'équipe, tu te dois de le faire, et c'est parfait. Mais fais-le en conscience, en sachant que tu dois le faire au service de l'équipe, et que c'est pas une mauvaise chose en soi. Bon, ouais, moi, j'ai touché à peu près tous les sujets dont je voulais parler. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé? Alors, après, on pourrait parler pendant des heures, hein. Ouais, ça, c'est Mais sûr. est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette conversation? C'est la première fois des conversations, parce que c'était une conversation justement, des masterclass, des échanges, des interviews, j'en fais pas mal. Et c'est la première fois où tu m'as amené à vraiment partir plus que d'habitude sur mes expériences de vie pour voir pourquoi je fais les choses. Tu vois, le truc de la mission et du pourquoi. C'est la première fois que je le vis comme ça. Habituellement, c'est davantage des questions qui m'amènent à parler, partager d'outils, de concepts que j'utilise, etc. Et là, en fait, on était, mais à l'image de ce que tu fais par ailleurs, plus sur parcours de vie et compréhension du sens qu'on donne au parcours de notre vie qui peut éclairer d'autres personnes à faire le leur et à construire le leur. Donc déjà, voilà ce que ça m'inspire. C'était très particulier là-dessus et très agréable là-dessus. Et, euh, et juste dire ici publiquement que c'est chouette que tu fasses ce que tu fais. Alors, c'est pas du cirage de pompe ou autre, parce que j'ai rien à gagner à te dire ça. Au plus, on est les uns les autres à contribuer autour de ce qui nous passionne, à vulgariser, à aller chercher. Là, nous, c'est le basket. Dans le champ de la performance, il y a plein d'éclairages différents qui peuvent nous nourrir. Et dans les podcasts que tu fais, naturellement, il y a des personnalités que tu interviews ou des thématiques qui vont plus intéresser certains et d'autres moins. Ils viendront pas les voir, mais peu importe, c'est là. Ça donne du sens et c'est du partage et du rayonnement. Et c'est chouette de faire les choses gratuitement comme ça, juste pour le goût de la connaissance et du partage. Donc, merci beaucoup à toi pour ça. Ouais, ça me touche beaucoup, mais merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'était top, merci. Attends, je vais appuyer sur le bouton. Et, alors, allez,